On va traiter de conseil d'administration parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde en a un, mais ce n'est pas tout le monde nécessairement qui a une vision claire de son rôle et en même temps de la compréhension de ce que ça peut avoir comme plus-value. En même temps, on se rend compte que les bailleurs de fonds eux-mêmes ont un petit peu de misère à comprendre là, leur rôle que les conseils d'administration doivent jouer dans la mission. J'ajoute aussi là-dessus qu'on voit de plus en plus des éléments ou des indicateurs qu'on met de la pression sur l'ensemble des organisations, des OBNL, à atteindre toujours leur mission de plus en plus. Donc, d'avoir une croissance quasiment obligatoire de la portée de la mission. Et très souvent, ben, ce n'est pas une discussion, la croissance qu'on a au conseil d'administration, puis on va en parler tantôt. On va parler aussi de performance. Et ça, c'est un sujet tabou dans les OBNL, hein? On est là pour le gain social, on n'est pas là pour faire de l'argent, tout à fait, mais on est là pour servir, puis desservir, puis rejoindre un plus grand nombre de personnes. Fait que la performance, on va en discuter, puis je vais être curieux de voir vos questions aussi. Il y a tout le volet de l'impact social aussi dont je veux discuter ce matin avec mes deux experts parce qu'on en parle de plus en plus, puis on sait qu'il y a des méthodes pour le calculer, mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas commencé à le faire. Fait que finalement, on veut vous aider ce matin à avoir un CA bien organisé qui respecte les bonnes pratiques de gouvernance pour que votre organisation soit capable d'en faire plus avec les ressources qui vous sont attribuées. Ce matin, j'ai la chance de recevoir deux partenaires de la première heure, vraiment de la première heure. Laurent Morissette d'OBNL 360, qui est le cofondateur d'Espace OBNL, qui est avec nous depuis longtemps, qui est notre formateur aussi en planification stratégique et en gestion des risques. Et Bernard Blackburn de Guberna, qui est notre premier partenaire de la première heure. Messieurs, ça fait 6 ans maintenant, là. Oui, Euh, oui. on a fêté le 5e il y a quelques semaines, mais on est rendu à 6 ans déjà. Heureux de vous avoir toutes les deux ce matin. Peut-être, à tour de rôle, représenter un petit peu ce que vous faites au quotidien pour mettre la table sur pourquoi vous êtes là ce matin. Bernard, je vais commencer avec toi. Ouais, ben merci Stéphane. Oui, c'est vrai, de la première heure, je me souviens des balbutiements là, d'espace OBNL à l'époque. Ça a beaucoup évolué, là, puis bravo Stéphane. Ben moi, c'est donc Bernard Blackburn. Je suis président de ma firme là, qui est Guberna Service Conseil. Un Guberna qui vient du latin gubernare, qui veut dire hein, gouvernance. Donc, j'œuvre dans ce domaine de la gouvernance et de l'éthique et de la stratégie depuis 2009, donc presque 15 ans. Donc, on a tout type d'organisation, mais beaucoup d'OBNL dans ce que j'appelle dans l'optimisation, la modernisation de leurs pratiques de gouvernance. Euh, on va avoir des structures, avoir des façons de faire. Également, on amène également beaucoup les dimensions d'éthique, s'assurer que le tout est aligné avec les valeurs et une structure et une culture d'éthique. Donc, c'est à peu près tout. Donc, voilà, à peu près là, depuis. Et beaucoup également de formation. Voilà. Merci Bernard. Laurent, à ton tour de te présenter. Va juste ouvrir ton micro, mon cher ami Laurent. Le son, Laurent. Bonjour, Laurent Morisset. Effectivement, je suis des premières heures de Espace OBNL. J'ai confondé ça avec Stéphane, mais maintenant c'est Stéphane qui s'occupe de cette organisation de main de maître. Je vous dirais que la préoccupation qu'on avait à l'époque, elle est toujours aussi vivante, c'était de créer quelque chose qui permettrait aux dirigeants et aux administrateurs d'OBNL d'avoir un lieu commun pour avoir de l'information. Moi, je suis de C4 OBNL 360, donc on a deux divisions chez nous, la division des communications. Donc, tout ce qui est communication en lien avec les OBNL, là, du site web en passant par le plan de com, en passant par la gestion de crise, malheureusement, des fois. Et on a tout le volet stratégique, donc réflexion stratégique, tout ce qui est cycle de vie des organisations, gestion des risques. On fait de plus en plus de mandats de gestion de risque pour des OBNL. Moi, le gros de ma pratique, c'est de réaliser des réflexions stratégiques. Et dans le gros de ma pratique, c'est donc de travailler avec des conseils d'administration, des administrateurs. Avec le temps, je pense avoir développé une bonne compréhension des différents types de conseils d'administration auxquels vous faites face comme gestionnaire. Puis je trouve que le sujet est très intéressant aujourd'hui, la notion de performance en lien avec la notion de conseil d'administration, voir là où trouver cet équilibre-là. Puis toute cette notion d'obligation de croissance, ça, Stéphane, j'ai hâte que tu poses une question Oui. là-dessus, on pourra en discuter.
Alors, ben voilà, je vous souhaite à tous, j'espère qu'on sera bon, qu'on vous donnera un bon spectacle pour la prochaine heure. Est-ce que si on va passer des questions dans le chat, est-ce que qui Je vais les gérer, c'est là où j'allais. c'est bon. Le succès d'une activité comme ce matin, ça dépend beaucoup des questions qui sont posées de la part des participants. Oui, tout à fait. Donc, on vous invite à interagir dans le chat. Si on a besoin de précision, on vous demandera d'ouvrir votre micro. Mais on tenait quand même à vous voir. Là. On ne veut pas faire ça dans un format webinaire où tout le monde est chacun chez soi. Là. Fait qu'on veut quand même certaines interactions. Puis c'est le fun des fois de vous voir sursauter à ce que nos panélistes vont dire. Puis quand ils vont se mettre à chicaner, ben, de vous voir aussi quelle partie vous allez prendre. Là. Vous allez voir, quand on prend des experts d'un sujet précis, puis on en met deux, trois en même place, on se rend compte des fois qu'il peut y avoir des divergences d'opinion, puis ça, c'est très intéressant parce que la gouvernance, il n'y a pas un secret. Il peut y avoir plusieurs façons de l'avoir, puis Bernard et Laurent et moi, on a des fois des visions qui peuvent être un peu différentes. Ma première question que je veux aborder avec vous autres, messieurs, c'est pourquoi que la culture de la performance, pourquoi le sujet de la performance est si difficile à aborder, puis comment on peut l'amener sans froisser ceux pour qui ils sont allergiques à cette discussion-là. Là. Bernard, je te vois déjà quasiment rendu dans ton écran. Ah non, ben, parce que, tu sais, encore une fois, tu permets, Laurent? J'ai pas, tu permets? Oui, bien sûr. Tu sais, encore une fois, c'est peut-être le mot performance qui fait peur. Encore une fois, c'est sur une organisation, un OBNL se doit d'être efficace, d'être efficiente, on doit atteindre des objectifs de notre plan stratégique, on doit avoir donc la performance, je pense qu'il faut peut-être le mettre sous un autre, peut-être le mot performance, si j'en parle, puis également de ne pas avoir peur de faire des surplus. Les gens, peut-être, on parle, on n'est pas là pour faire des profits, mais bien, les surplus sont très importants pour avoir des fonds de réserve, des fonds de développement. Donc, c'est au cœur de tout OBNL. Donc, il faut amener cette performance-là, puis ça commence, bien sûr, par le CA. Ça peut être banal, mais si au CA d'une organisation, on ne parle pas de performance, et si on ne commence pas par évaluer sa propre performance du conseil d'administration, on n'a pas. Donc, je vous dirais, moi, je pense qu'il faut que le conseil d'administration mette le ton sur cette performance, puis dire c'est au CA de créer cette culture de performance, puis en commençant initialement par faire une évaluation annuelle de sa performance en tant que conseil d'administration. Et ça, c'est la base pour créer cette culture de performance. Encore une fois, le mot performance, on va plus parler des fois d'évaluation du fonctionnement du CA, parce que les gens ont peur du mot performance. Et par la suite, ben, si tu as cette culture de performance qui commence par le CA, l'exemplarité, ben, la deuxième performance à évaluer, c'est notre DG. Donc, les deux exemples plus importants pour créer cette culture de performance, c'est ça, c'est d'avoir cette évaluation de la performance annuelle du CA, puis que le CA s'assure d'avoir mis en place un processus formel, concret, d'évaluation de son DG. Donc là, on va pouvoir plus parler ça va être plus facile de parler de performance au sein de l'organisation. Mais si on n'a pas mis ça en place, ben, ça peut être plus difficile pour le reste. Laurent? Ben, je vais aller dans une voie un peu différente, je pense, parce que c'est ça le but de vous amener. Je pense que je comprends tout à fait où est-ce que Bernard va. Nous, dans l'ADN d'OBNL 360, la notion de performance est là. Ce qui fait que c'est quasiment comment je dirais, un élément de filtration quand on rentre dans une relation client. Je m'explique là-dedans, c'est euh, la notion de performance, pour moi, c'est la notion de définition d'une attente. T'sais. Ce qui est performant pour moi n'est peut-être pas performant pour Danny ou Isabelle ou Chantal. Fait que, pour moi, il y a toute la relation aux attentes. Les attentes que le CA va avoir envers la direction générale. Ça peut mettre un poids sur une perspective de performance. Puis l'autre chose, c'est quoi une organisation performante? Euh, je fais un mandat en ce moment avec le regroupement pour la trisomie 21. Ben, si un jour il n'y avait plus de trisomie 21 au Québec, ben, l'organisation ne devrait plus exister. Donc, ce serait parfait. Elle serait devenue obsolète. Puis, on serait arrivé au bout de la mission qu'elle peut remplir. Fait que, souvent, moi, ce que je dis à des organisations, que ce soit des DG ou des administrateurs, c'est euh, on se doit malheureusement, c'est un peu triste, mais même dans le volet communautaire, dans nos organisations, d'avoir une perspective de c'est quoi être performant.
surtout dans un contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. Donc, tu sais, je regarde des organisations des fois où on regarde leur système de gestion interne, tu sais, qui sont archaïques, par exemple, tu sais, qui sont vieillots, qui ne fonctionnent plus, tu sais, mais qui continuent à vouloir tout garder dans un spreadsheet Excel, tu sais, puis quand dans le fond, il y aurait peut-être d'autres mécanismes qui rendraient l'organisation plus performante. Il y a le recours aussi à parfois des consultants. Tu sais, je vois des organisations, des fois, qui ont comme un peu la réticence d'aller demander de l'aide. Tu sais, mais des fois, tu vas aller voir Bernard, tu vas aller voir Laurent, tu vas aller voir quelqu'un, tu sais, puis en peu de temps, il va te faire un très grand pas, plutôt que toi d'essayer de régler ça à l'interne. Fait que la performance, il faut la définir. Il faut définir les attentes du CA. Puis une fois que cette performance-là est définie, ben, c'est beaucoup plus facile de la quantifier. Tu sais, moi, je vois des CA qui sont vraiment pas performants, voire dysfonctionnels, puis qui imposent la performance à leur direction générale. Ben non, j'ai le goût de vous dire, si vous êtes tous des DG ici, j'ai le goût de vous dire, avec 4 de chômage au Québec en ce moment, si vous n'aimez pas votre job, là, appelez-moi, je vais vous en trouver une sur un autre CA, dans un autre organisme où vous allez voir, ils vont vous accueillir. Fait que la performance, il faut qu'elle aille des deux côtés. On te demande de la performance, plus tu vas m'en demander, toi, mon CA, plus je vais t'en demander d'être performant. Le CA, sa capacité de passer d'un CA administratif, donc toujours en train de vous souffler en arrière de l'oreille pour vous dire la couleur des napkins du prochain événement, à passer à un CA plus stratégique. Mais c'est ça pour moi un CA qui va devenir plus performant, qui va monter en gouvernance plutôt que de monter en opération. Tu sais. Alors, pour moi, la performance, elle est issue de la relation entre le conseil et la direction. Elle est issue d'une définition claire des attentes, mais on est malheureusement, dans un contexte où il y a une pression sur vous, les directions générales, et sur vos organisations pour être plus performants. Donc, tu sais, je pense que Bernard et moi, Ouais, on ben, est pris les mêmes directions. C'est ça qui est le fun. Ça vous donne deux perspectives. Tu sais. mais tu sais, sur le fond, Laurent, tu sais, on dit à peu près la même chose. C'est évident que toi, tu parles de CA administratif. Moi, j'appelle ça des CA opérationnels. Il faut essayer de passer d'un CA opérationnel à un CA plus stratégique. Mais je reviens à donc nous mettre l'emphase pour un DG, là, parce que moi, je suis appelé par un DG, puis il est pris avec un CA dysfonctionnel, puis toi, ça a un impact dans toute l'organisation. Donc, il ne faut pas hésiter à se remettre en question comme conseil d'administration. Puis que le DG n'hésite pas à challenger également, parce que comme tu as dit demain matin, un DG peut sortir un job partout sans problème. Donc, ne pas hésiter à challenger son conseil d'administration pour dire, écoutez, là, il faut fonctionner différemment. Il faut revoir nos façons de faire parce que, comme j'ai expliqué tantôt, on revient sur cette performance-là. Moi, je le vois, une organisation qui performe, une organisation qui est efficace, qui est efficiente, ça passe par un conseil d'administration qui fonctionne bien, où justement, il y a un lien de confiance entre le CA et sa direction. On voit, moi, on accompagne, j'ai vu un changement avec une organisation où là, je vois que le DG est sur son X parce que là, tu sens que le CA a changé sa façon de faire, il a donné confiance et l'organisation, ben, en gagne complètement. Et ça, mais ça, en même temps, quand on dit ça, concrètement, ça veut dire quoi? C'est changer des façons de faire au CA. Ça peut être une démarche sur plusieurs mois, puis ça ne se fait pas en claquement des doigts, puis ça veut probablement dire des démissions. Ça peut aller assez loin dans, dans, dans une façon de faire. On a parlé de performance au sens global, mais si on le décortique un petit peu plus, on va parler d'efficacité, on va parler d'atteinte d'objectifs par-dessus, plus élevés que ce que les objectifs avaient été fixés. Je vais revenir sur la notion d'objectif. Moi, j'envoie des DG à longueur de semaine, là, puis je passe à travers les processus d'évaluation du CA, et je suis toujours surpris de voir à quel point, puis si je demanderais à main levée, là, dans les DG qui sont devant nous aujourd'hui à l'écran, là, de lever votre main, savoir ceux qui ont un contrat de travail en lien avec des objectifs précis du conseil d'administration. Très peu vont lever leurs mains. La notion de mise en place d'objectifs, OK? La notion des indicateurs et des tableaux de bord. C'est pourquoi c'est des sujets qu'on n'a pas encore vraiment étendus à toute la pratique.
il y a très peu de gens qui ont des tableaux de bord de gestion avec des objectifs clairs et des indicateurs à suivre. À main levée, est-ce qu'il y en a qui en ont un tableau de bord de gestion avec des indicateurs clairs à suivre? Vous êtes une douzaine en ligne, là. Tout le monde, majorité, OK, j'en ai un ou deux qui répondent oui, les autres répondent non. C'est presque impossible, je pense, de travailler, de parler d'amélioration si on ne peut pas parler d'indicateurs. Je suis curieux de vous entendre sur la façon d'équiper les conseils d'administration puis de les sensibiliser. Puis les directions générales aussi, là, parce qu'ils ont tout intérêt. Tu sais, j'entends certains DG me dire ouais, mais ça me rajoute de la job de faire une reddition de compte à mon CA. Mais en même temps, dans l'intégration de ça dans ma pratique, tu vas finir par sauver du temps et tu vas être capable d'avoir un langage commun avec ton conseil. Là. Fait que je veux vous entendre sur la mise en place des objectifs quantifiables puis des indicateurs qui viennent suite à ça, surtout en lien avec la planification stratégique. Puis c'est pour ça, Laurent, je vais te laisser parler en premier parce que Ouais. je sais que ça fait partie d'une partie du matériel dans le cours que tu donnes. Là. Ben, pour moi, il y a trois éléments dans ce que tu dis. Des contrats de DG liés à des objectifs mesurables et quantifiables en lien avec la mission de l'organisation. J'en vois une couple de DG par semaine, moi aussi. Je ne vois pas ça. Puis je ne recommanderais pas ça. Je pense pas qu'on est là. Puis je ne vous souhaite pas ça. Puis je pense pas qu'on est là. Pour moi, la notion d'objectif, tu as parlé d'objectif, tableau de bord, indicateur. Je vais peut-être donner une perspective je vais peut-être donner une perspective très terre à terre de la chose. Moi, je suis amené dans ma pratique, tout comme Bernard, on est amené à accompagner des organisations dans leur réflexion stratégique. OK? Fait que là, le CA se réveille ou pas, ou en tout cas, quelqu'un, là, le CA ou le DG, dit ça nous prend une réflexion stratégique. Là, ça part. Là, ils vont chercher Bernard, moi ou un autre. Là, puis là, on part. Moi, la difficulté que je vois, c'est qu'une fois que l'exercice de réflexion stratégique et ma perspective là, de réflexion, c'est-à-dire que mon contexte est bien établi, mon diagnostic est effectué, de mon diagnostic, j'ai émis certaines stratégies, mission, vision, valeur a été revisitée, j'ai une bonne compréhension de mon écosystème, là, on va appeler ça des concurrents ou des gens qui sont autour de moi, puis j'ai une bonne compréhension de mes partenaires. Là, je m'arrête, puis là, je tombe dans le cœur de la réflexion stratégique. C'est quoi mes enjeux? OK? Puis une fois que mes enjeux sont faits, par rapport à ces enjeux-là, là, ça va être quoi mes priorités ou orientations stratégiques? Là. De mes orientations stratégiques, je vais déterminer des objectifs. Là, la job du CA, là, entre guillemets, est faite à certains égards. Okay? Mais le danger que je vois, moi, Stéphane, c'est que tout le volet indicateur de performance, tableau de bord, c'est comme un autre volet de la réflexion stratégique que moi, j'appelle plus la réflexion opérationnelle. J'ai bien beau te dire où je veux aller, j'ai bien beau te dire c'est quoi mes grands objectifs. Là, toi, DG, il faut que tu retournes dans ton bureau avec ton équipe, si tu en as une. Tu es capable de me dire qu'est-ce que tu es capable de faire, où est-ce que tu vas m'amener avec tout ça. C'est quoi mes budgets? J'ai bien beau de faire la plus belle réflexion stratégique. Si tu as 15 000 dans ton budget, on est peut-être aussi bien d'aller prendre un café et te fixer 2, 3 objectifs pour ton année. C'est difficile de tomber dans tes tableaux de bord, indicateurs de performance. Il faut avoir une certaine taille. Il faut que l'organisation ait une certaine assise, taille, capacité d'exécution. Je ne dis pas que les plus petits n'ont pas le droit d'avoir d'indicateurs de performance, c'est pas ça. Puis ces indicateurs-là, ils peuvent être modulés en fonction du contexte et de la taille de l'organisation. Mais tu sais, quand tu parles de tableau de bord, d'indicateurs de performance, je ne dis pas que c'est les grands qui doivent absolument avoir ça, puis les petits ne devraient pas. Mais je dis juste qu'une fois que ta réflexion stratégique est faite, il faut que tu la descendes dans une réflexion opérationnelle qui te permet d'amener une perspective là-dessus. Tu sais, tu n'as pas besoin des fois de grand-chose pour avoir un indicateur de performance. Un sondage après chacun des événements, si tu avais 30 personnes à ton événement, puis tu en as 10 qui ont répondu à ton sondage, il valide ton sondage. Tu es capable déjà de te mettre en prospection d'un indicateur. Alors, pour moi, l'important comme DG, c'est de se dire, est-ce que mon CA peut m'aider dans ça? Ou est-ce que mon CA peut m'apporter? Mais si une fois que la réflexion stratégique est faite, puis que le volet opérationnel n'est pas bien encadré, bien structuré, ben, c'est sûr que les pauvres DG se retrouvent tout seuls. Puis là, le CA est parti, la mission, la vision est redéfinie, on sait un peu plus où est-ce qu'on est, on a des priorités, puis on a une douzaine d'objectifs. Okay. Alors, il faut aller digérer ça, puis il faut revenir vers le CA pour pouvoir aller dire, ben écoute, comment on va ordonnancer nos priorités?
quels vont être les indicateurs qui font qu'on sait que nos priorités ont avancé? Je te cède la parole, Bernard. Ben écoute, donc, dans le même sens que toi, mais c'est pas dit, moi, je te dirais que même pour les très petits OBNL, mais tu l'as dit, mais sur un plan stratégique, tu dois avoir après tes objectifs, des indicateurs et des cibles. Puis moi, je dis toujours un plan stratégique, minimalement, doit avoir, c'est ça, d'enjeux, orientation, objectifs, indicateurs, cibles. Euh, et ce plan-là est approuvé par le CA. Donc, le CA a approuvé ce plan stratégique-là. Et par la suite, ben, on est en mesure de faire à chaque réunion du CA un suivi de la réalisation de ce plan stratégique-là. Donc, est-ce qu'on a atteint les cibles du grand plan stratégique? Bien sûr, associé à ça, il y aura des plans d'action annuels qui vont être dans le détail, qui vont avoir d'autres types d'indicateurs plus précis. Mais moi, j'ai encore vu cette semaine un plan stratégique d'OBNL. On parlait juste de grands objectifs. Il n'y avait rien, même pas d'indicateurs, même pas d'enjeux. Donc, il y a du travail à faire pour les OBNL d'avoir des véritables plans stratégiques, même des petits OBNL, s'assurer qu'on a ces indicateurs, ces cibles, puis qu'on les suive à chaque CA. Mais moi également, puis en passant, je suis d'accord avec toi sur un contrat de travail de DG, là, mais cependant, l'autre indicateur fondamental, puis je n'ai glissé un mot tout à l'heure, c'est dans cette fameuse évaluation annuelle de son DG, s'assurer lorsqu'on a évalué son DG que tout de suite on fixe les objectifs de l'année suivante. Et des objectifs qualitatifs, mais également quantitatifs. Donc, le DG, ben, on a évalué sa performance annuelle. Il a fait son auto-évaluation. Un comité de ressources humaines ou un comité exécutif, peu importe, à rencontrer le DG. On s'entend sur l'évaluation, sur l'atteinte des objectifs. Puis également, on fixe tout de suite les prochains objectifs, mais pour le DG. Et là, des objectifs précis. Donc, et le CA aura à suivre également, en plus du plan stratégique, est-ce que les objectifs d'un DG sont atteints régulièrement? Donc, ça met une relation là, on est vraiment dans cette performance-là entre son CA et son DG. Et ça, moi, je le recommande fortement d'avoir cette façon de faire. En plus, bien sûr, du plan stratégique, comme tu as dit tantôt, Laurent, là, qui est fondamental. Merci, messieurs. Autre élément que je voulais aborder avec vous, dans beaucoup de conseils d'administration, les administrateurs sont élus et non pas choisis pour leurs compétences, leur expérience ou leur profil. Considérant que ces gens-là arrivent des fois à la table du CA, des fois complètement désorientés, puis des fois avec des agendas très précis, ce serait quoi les pratiques que vous metteriez en place pour rendre efficace la gouvernance dans ce contexte-là? Bernard? Oui, ben écoute, en passant, en passant, on voit il y a une mouvance actuellement parce que de sortir de ce processus électoral, parce que la plupart il y a beaucoup d'OBNL qui vont dire que c'est très démocratique de faire des élections, l'ensemble des membres peuvent voter. Mais on se rend compte souvent dans ce processus électoral-là que plus souvent qu'autrement, on tombe sur t'es pas très bon cru, des moyens crus. On peut tomber sur des grands crus, mais c'est plus difficile. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, mais ce que je propose aux organisations, c'est de changer leur mode électoral. Okay? C'est de passer d'un mode d'élection démocratique au suffrage universel des membres à commencer à une transition, dire que 50 vont rester en suffrage universel des membres, 50 ou 25 pour les 2 premières années en recommandation du CA. Donc, élection par l'Assemblée des membres sur recommandation du CA. Donc, on rentre dans un processus de sélection d'administrateurs où vraiment le CA met en place un comité de sélection, appel de candidature, passe des entrevues et recommande à l'Assemblée des membres des candidatures. Donc, là, on est dans un processus où on s'assure d'une qualité des administrateurs alignés sur la mission et la vision. Puis, le cas échéant, si l'organisation veut rester dans un mode électif, donc au suffrage universel des membres, ben, tout passe bien sûr par cette formation, l'onboarding, comment on forme, on accueille ces nouveaux administrateurs. Ça prend des formations, ça prend un guide des administrateurs, ça prend une rencontre avec le président, rencontre les nouveaux administrateurs, leur faire part de leurs attentes, leur faire part de leurs responsabilités fiduciaires, qui ne sont pas là pour agir dans leurs propres intérêts, mais dans l'intérêt de l'organisation. Donc, bien comprendre
cet enjeu de responsabilité fiduciaire, c'est au cœur de tous les problèmes des CA. Donc, vous voyez, mais ça passe premièrement par un requestionnement sur notre processus électoral. Et il y a des organisations qui j'accompagne actuellement qui, au début, étaient très craintives. Ils avaient peur que s'ils présentaient ça en Assemblée des membres, ce changement-là, il se ferait lapider. Ben, les gens le comprennent. Les membres comprennent que, dans le fond, c'est probablement préférable d'y aller avec un processus où on n'est pas dans un processus de popularité, mais dans un processus de on va aller chercher des gens compétents et non pas un processus de popularité. Non, Laurent, excuse-moi. Mais j'entends ton affirmation là, sur le fait Mais j'ai le goût de faire écho à un élément. Moi, je vois bien les OBNL là, où ça ne se garoche pas à la porte pour être sur le CA. Là, Justement, une des questions qui est rentrée. OK. Fait que, j'aurais le goût de dire, là, je suis d'accord, là, des processus électoraux, tout ça, mais ton processus électoral, si tu as 12 personnes à ton assemblée annuelle, là, tu comprends automatiquement que ta vie démocratique est non significative. Fait, ça te donne, plutôt que de te donner un indicateur de, que ton organisation ne va pas bien, ben, tourne-toi de bord, puis change ta vie démocratique, puis deviens un bon vieux despote, puis ça va bien aller. Ce que je veux dire par là, c'est, moi, c'est ça. Je vois plus d'organisations qui souffrent d'un manque de bénévolat, donc qui sont pognés pour accepter n'importe qui sur leur CA. Bon. Si tu n'as pas En même quorum, temps, Bernard, Laurent, en même temps, quand tu leur poses la question, parce que moi, c'est ce que je fais régulièrement, je leur pose la question, c'est quoi votre stratégie de recrutement qui est écrite et communiquée à tout le monde? La première réponse que j'ai, c'est qu'on n'en a pas. Voilà. C'est là Faut où... arrêter de penser que les gens vont se pointer à une AGA puis vont être prêts à aller sur un CA en recevant uniquement un avis de convocation par courriel. Là. Mais c'est là où c'est comme une vue de l'esprit de se dire, parce qu'il y a AGA, il y a participation démocratique à mon organisation. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je pense que je vis plus avec des organisations qui ont des soucis d'aller chercher des administrateurs tout court, puis des administrateurs performants ou qui peuvent compléter l'équipe. Ça, c'est le lot quotidien. Fait que l'idée, pour moi, elle est de se dire, ben, ça devrait venir du CA. Le CA devrait se dire, écoute, là, on a 3 plantes vertes, puis sur le CA, fait que là, ça ne marche plus. On a 2 personnes qui disent jamais rien, qui n'apportent rien. On en a un qui vient jamais. On en a 3, 4 qui ça va bien, mais à un moment donné, ça revient au rôle du président aussi du CA, là, de se dire, écoute, là, on va regarder notre CA, qu'est-ce qu'il y a de l'air. On va se poser des vraies questions. Puis, c'est jamais le fun non plus de se poser des questions du genre, vous, Madame Untel, devriez vous en aller. Fait que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais toute cette notion de vie démocratique, j'y crois. Il y a des organisations telles les fédérations, des choses comme ça, où ça fonctionne bien. Mais honnêtement, depuis, je ne sais pas, quand même une vingtaine d'années que je fais ça, je pense que j'ai vu un cas où il y a eu un bug à l'Assemblée annuelle parce qu'il y a comme 2 personnes qui voulaient le même poste. J'en vois pas souvent. L'autre affaire, c'est que ben, tu as toute une gouvernance autour de ça. Comment installer cette perspective de ton CA? Comment faire en sorte de passer d'un CA où on prend n'importe qui puisqu'on n'a pas le choix à un CA qui est plus performant? Puis ça, c'est, comme le disait Bernard, moi, je siège sur 2 CA, OK? Parce que je me dis, il faut que je m'impose la même chose que j'en impose. Je suis sur l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec. Je suis sur la Fondation Jacques de Champlain. Sur l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, on a un bonze de la gouvernance qui s'appelle Jean Lacouture, qui est un homme extraordinaire, qui a bien mis les bases de la gouvernance. Honnêtement, là, je vous le dis, j'ai du fun à être sur mon CA. J'ai du plaisir. J'apprends à chaque fois. Je sens que je collabore. Puis, je suis entouré d'administrateurs que je respecte, dont l'opinion est importante pour moi. Fait il y a aussi ça. Si tu veux augmenter le niveau de jeu de ton CA, ben, faut que tu augmentes la qualité des administrateurs. Ça se fait sur un horizon 0-3 ans où les plantes vertes vont partir, où on va identifier des gens, où on va améliorer notre gouvernance, on va améliorer nos processus de gouvernance qui fait en sorte que c'est attractif de venir. Si c'est plate d'être sur votre CA, là, ben moi, je ne veux pas être sur votre CA. Personne ici veut être sur un CA plate. On va amener de la valeur. Fait que il faut augmenter le niveau de jeu en gouvernance pour que les gens aient une meilleure compréhension, que ça aille mieux
pendant les CA, qu'on ne soit pas en train de poser la même question 10 fois de manière différente. Donc, il faut obtenir les réponses rapidement pour que le CA devienne plus stratégique et amène plus de valeur. Puis là, les gens, vous allez voir, vont avoir le goût d'être sur vos CA si ça augmente ce niveau de jeu-là. Alors voilà, moi, c'est plus comme ça que je le vois, Stéphane. La vie démocratique, j'y crois. Puis, tu sais, j'ai plein d'associations. Fait que je sais quoi, là. Mais je vois aussi les taux endémiques de participation aux assemblées annuelles. Écoute, tu fais ça en Zoom, puis tout est noir, puis il y a 4 personnes. Tu sais, pour les assemblées annuelles, il y a des trucs de le faire avec un congrès, avec une conférence. Donc, il y a moyen d'aller chercher plus de monde. Mais tu sais, on vient encore une fois à cette. Si l'organisation est attirante, donc ça veut dire qu'elle a performé, le CA a recruté un bon DG qui a élevé le niveau de l'organisation, on va augmenter le niveau du CA par des administrateurs compétents, comme tu viens de dire, donc ben, ultimement, on va être plus attrayant et ça va être plus facile d'aller chercher des administrateurs. Mais au début, comme tu le dis, ça prend, c'est pour ça que je te dis, moi, la fameuse vie démocratique, ça prend une démarche où le CA a les mains, peut aller identifier des candidats. Et, parce que, donc, c'est un travail, il y a une stratégie d'aller recruter des administrateurs. Il faut qu'au CA, il y a un comité de gouvernance. Si on n'a pas de comité de gouvernance, mais il y a le CA. Donc, je veux dire, bien, le recrutement d'administrateurs, c'est au cœur de notre saine gouvernance. De toute façon, c'est quoi la pierre angulaire de la gouvernance? Hein? C'est la composition du CA. Les gens qui vont être autour de la table vont faire toute la différence pour une saine ou une mauvaise gouvernance. Donc, un CA performant, mais beaucoup d'emphase dans cette sélection d'administrateurs, dans le recrutement et de s'assurer qu'on a les bonnes personnes qui vont élever le niveau de l'organisation, qui vont pousser le DG à performer, puis que, ultimement, autour de Montréal, c'est petit, mais ça peut être dans les régions, on peut aller chercher les gens vont dire, ah, c'est intéressant à être sur ce CA-là. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et juste pour les AGA, moi, je vois la différence quand les gens les organisent avec un événement. On va peut-être aller chercher 15-20 personnes de plus. C'est comme ça qu'on augmente notre visibilité. Donc, on parle de plein de choses en même temps, mais voilà. Ouais. Tu sais, Stéphane, j'aurais le goût de dire là-dedans, puis je trouve tellement que ce que Bernard a dit, c'est vrai, là, tu sais. Savez-vous, c'est quoi un bon administrateur? Moi, je pose tout le temps ça la question. Un bon administrateur, là, c'est quelqu'un qui pose des bonnes questions. C'est juste ça, un bon administrateur. C'est pas celui qui est assis, qui ne pose jamais de questions. C'est l'autre qui est tout le temps en train de répéter. Danny vient de parler, fait que moi, je vais redire quelque chose, la même affaire que Danny vient de dire. Tu sais. Un bon administrateur, là, c'est quelqu'un qui est arrivé préparé et qui est capable de poser des bonnes questions. Puis, pour moi, un bon administrateur, poser des bonnes questions, ça veut dire que dans son champ d'expertise, quand il va poser une question, je vais y accorder de la crédibilité à la question qu'il va poser. Je ne vais pas sentir qu'il veut me piéger. Il va poser une question claire pour laquelle il a besoin d'obtenir une réponse claire. C'est ça le rôle d'un bon administrateur, poser la bonne question au bon moment. Fait que, imagine-toi si autour de la table, tu as 8 personnes qui sont capables, sur divers sujets, de te poser la bonne question de te poser comme administrateur, à toi, DG, de te poser une bonne question. Une question qui va te faire réfléchir, une question qui va faire avancer l'organisation. Une question où tu auras même le droit de dire, écoute, je n'ai pas votre réponse, mais je vais vous revenir. On va creuser cette idée-là. Fait que si, c'est ma perspective, si un bon administrateur, c'est quelqu'un qui pose des bonnes questions, ben, il faut un peu être capable de se dire comme DG, ben, autour de moi, puis ça, c'est le rôle du président de CA, mon ami. Autour de moi, là, j'ai confiance que ces gens-là vont me poser les bonnes questions, donc vont m'ouvrir les bonnes lumières. En fait, la Vous avez, composition du CA est clé là-dessus. vous avez parlé pas mal de vie associative, mais à la base, l'exercice qu'on oublie souvent, c'est la révision du membership, puis tout ce qui encadre le membership. Là. C'est la vie politique d'une organisation, puis la composition de son CA est en lien directement avec comment ça va dans votre membership. Puis, considérant le fait qu'il y a à peu près 20 à 25 des OBNL qui n'ont pas de structure de membres, là, que c'est des membres autoproclamés presque, là, ça aussi, ça rajoute une difficulté. Fait que ceux qui sont dans des organisations qui n'ont pas de membership tel quel, là, comme on le conçoit, là, ben déjà là, il y a des outils qui sont manquants dans ces organisations-là. Laurent, tu as abordé
un rôle essentiel puis sur lequel je veux revenir de manière. Juste Oui, une vas-y. quelques secondes. Je veux juste pas, parce que, clore ça rapidement. La question qu'on peut même aller plus loin que ça, un administrateur n'est pas obligé d'être membre. Pour elle, non. Ou pourrait le devenir une fois qu'il est administrateur. Non, même pas. Passant dans tes règlements, il n'y a aucune obligation d'être membre. Hein? À moins que tu le fais dans tes règlements, mais pour un OBNL, moi, je dis aux gens, élargissez, donc il faut que tu sois membre, mais pas nécessairement membre. Tu sais, ce qu'on souhaite, c'est des gens qui vont être là pour gouverner, administrer, challenger notre DG. Ben, s'il faut que ce ne soit pas un membre, tu sais, donc faut élargir notre bassin. Mais en même temps, ça, il faut clarifier dans nos règlements généraux. C'est nos règlements généraux qui spécifient qu'il faut absolument que tu sois membre, c'est un autre débat. Mais moi, je dis, élargissez votre bassin le plus grand possible. Parce que ce qu'on souhaite, c'est parce qu'un administrateur, c'est un fiduciaire. Qu'il soit membre ou pas, il doit agir dans le meilleur intérêt de l'organisation. Donc, qu'il soit membre ou pas, ça n'a aucun lien sur sa qualité d'administrateur. Non, puis même pour pousser un petit peu plus loin sur ce que tu dis, Bernard, une tendance qu'on voit dans certains secteurs, là, c'est pas bon pour tous les secteurs, c'est qu'on commence à voir la rémunération des administrateurs dans les OBNL de plus en plus fréquente, là. On commence à voir de plus en plus d'organismes de certains calibres, avoir des spécialistes venir siéger au CA en fonction de rémunération. Mais je le vois dans certains secteurs, là, je pense à l'agriculture, je pense au développement économique, mais Les syndicats, moi, je travaille avec des syndicats où ils ont ouvert ouais. Donc, oui, tout à fait, parce que si on veut aller chercher un CPA compétent, ben, rémunère-les. Il va venir. Magali, tu dis que techniquement, le CA est une représentation des membres, donc il est Non, membre, c'est pas pas vrai. nécessairement. C'est pas vrai. Non, Ah, c'est un administrateur est une personne qui a une responsabilité fiduciaire, qui doit agir dans le meilleur intérêt de l'organisation. Il n'est pas un représentant des membres. C'est-à-dire dit, pour la plupart des organisations de représentation, il faut qu'il y en ait en passant. Il faut, un CA il faut que ce soit même majoritaire que nos administrateurs soient des membres. Mais ce qu'on cherche, c'est des individus qui vont, euh, qui vont avoir le meilleur intérêt de l'organisation, qui vont être des bons administrateurs. C'est ça l'objectif. On ne veut pas que ce soit des représentants des membres, on veut que ce soit des fiduciaires de l'organisation. Et là, c'est de la compréhension de son rôle d'administrateur qui est au cœur de ça et qui fait souvent que les gens ont de la difficulté à comprendre, même en étant administrateur, puis même en disant qu'il faut absolument avoir une représentation équitable, juste de nos membres. Certes, mais équitable peut-être, mais pas essentiellement. Donc, tu sais, ce que notre ami nous amène ici, Magali, c'est un changement philosophique profond où, dans beaucoup de cas où beaucoup d'organisations ont été créées selon des mandats gouvernementaux, on a créé des tables de concertation où on a créé des places où on mettait des représentants de secteur, des représentants d'industrie, plutôt que des gens qui allaient agir en tant que fiduciaires et mandataires. Fait que dans cette philosophie-là, il y a une transformation à faire. T'sais, avec Bernard, on parlait de conflit de loyauté avant d'ouvrir la conférence tantôt. On se rend compte actuellement qu'on vit des répercussions de ce type d'organisation-là. Puis très souvent, c'est dans la composition à la base, dans le mandat gouvernemental qui les a créés, qu'on aurait tout intérêt à aller vers des changements. Vas-y, Laurent, c'est à toi. Je trouve que mais Magali, le commentaire qu'elle a mis en complément est encore plus révélateur que ce que je pensais. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, Magali, même si on ne vous voit pas, là, que beaucoup d'organisations, voire une très, très grande majorité, ont ça décrit dans leurs règlements généraux. Je pense que ce que le propos de Bernard ici amène, c'est que des règlements généraux, ça peut se réécrire. Des règlements généraux, ça peut se réenvisager en fonction de certaines réalités. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais en ce moment, dans le milieu des fédérations qui ont allié aux fédérations des loisirs et des sports, ben, justement, le gouvernement est arrivé avec des changements législatifs et réglementaires excessivement importants, forçant les organisations à avoir des administrateurs indépendants qui viennent d'ailleurs. Donc,
je pense que le propos de Magali est tout à fait vrai. La majorité des OBNL, c'est inscrit dans le règlement généraux que les gens doivent être membres. Mais c'est une vue de l'esprit de penser que c'est une obligation. Il y a rien d'un point de vue légal qui vous force à faire ça. Donc, il s'agit que les conseils soient créatifs pour répondre aux besoins de leurs organisations. Et si jamais le fait d'être créatif et afin de répondre aux besoins d'organisation, c'est de garder 2 ou 3 membres indépendants ou 2 ou 3 membres qui sont plébiscités d'une autre manière que le fait d'être membre, je vois aucunement qui pourrait vous empêcher de faire ça. Peut-être que vos membres pourraient vous empêcher de faire ça, voilà le problème. Mais sinon, c'est tout à fait possible de le faire. Ça, puis moi, je Avant pense que d'aller à, attends, indépendant. Bernard, avant d'aller à la prochaine question, je veux juste faire un petit point de médiation où, sans vous rendre compte, on a deux grandes philosophies qui s'affrontent ici. Surtout dans le milieu communautaire et dans le milieu de l'économie sociale, où la gouvernance démocratique, c'est un must à 100%, c'est ce qui est enseigné, ça fait partie de l'ADN. Puis on a de l'autre côté les nouvelles tendances de gouvernance qui arrivent du milieu des organismes publics cotés en bourse, qui arrivent des grandes sociétés d'État où les gens sont nommés aussi. Puis on a ces deux visions-là qui s'affrontent. On parle de plus en plus de professionnalisation des CA, puis ce n'est pas tous les secteurs qui ont l'ouverture d'aller vers ça. Mais je veux juste que vous soyez conscients qu'il y a présentement deux tendances différentes qui s'affrontent et qu'il y a des solutions à travers les deux. Puis je pense que c'est de prendre le meilleur des... Pour les OBNL, c'est de prendre le meilleur des deux. Tu sais, Laurent parlait des administrateurs indépendants. Il n'y a pas juste le ministère du Sport et du Loisir qui le fait, le MAPAC. Vous aviez peut-être, si vous avez lu ce matin dans la presse, il y avait le rapport du protecteur du citoyen qui parlait du cas du sérum. Suite à cet élément-là, le MAPAC oblige maintenant des administrateurs indépendants, au moins 2, dans chacun des centres de recherche qu'ils supportent. Fait qu'on voit qu'il y a une commande gouvernementale vers l'intégration d'administrateurs indépendants qui ne proviennent pas du membership. Ça s'installe tranquillement, mais il y a encore des... Puis je veux juste être très clair qu'il y a encore une très forte proportion des organismes, surtout dans le milieu communautaire et d'économie sociale, où on tient absolument à avoir. Puis c'est ce qui est enseigné, c'est encore ce qui est mis de l'avant avec je pense entre autres à la trousse du comité sectoriel de main-d'œuvre qui parle de gouvernance démocratique. Donc, je pense que c'est de faire la part des choses. Ma prochaine question, je voulais l'orienter. 15 secondes, 15 secondes, juste parce que je sais. Là, Rapide, Bernard. Je sais qu'on est 3 heures, je sais. Mais si on parle d'administrateur indépendant, moi c'est un terme qui fait peur souvent dans les OBNL. Moi, je parle souvent d'administrateur externe. Souvent, ça fait moins peur que le mot indépendant, parce qu'on n'est pas dans une indépendance, on n'est pas un actionnaire. La plupart du temps, on parle de coopter dans le langage. Coopter, on ne rentre pas là-dedans, parce que là, c'est un débat plus fort, parce que coopter, j'ai mon opinion là-dessus, mais on n'aura pas le temps. Mais juste parler d'administrateurs externes, déjà, c'est moins, donc, externes qui ne sont pas membres, mais qui vont apporter une valeur très forte, puis qui vont hausser la performance du CA, de l'organisation et de tout. Voilà. Je vais juste faire de la parenthèse, je te laisse. Voilà. J'aime la parenthèse de Bernard parce que c'est vrai qu'indépendant peut porter à confusion. Moi, je les appelle indépendants ou externes aussi, mais je pense que le terme externe est plus approprié. Je veux apporter des précisions, pas des précisions, mais je veux qu'on parle de la présidence. Quand on parle de CA performant, il y a très souvent une présidence qui va se démarquer. Comment on cultive une organisation? On va finir par avoir quelqu'un comme ça à la tête, puis on va s'assurer de son processus de relève pour continuer à avoir quelqu'un à la tête. Bernard, je vais commencer avec toi, parce que je sais que Laurent a beaucoup de choses là-dessus. Ah, tu commences avec moi, c'est ça? Oui, vas-y. En passant, encore une fois, ça passe par, tantôt, je te disais que la pierre angulaire de la gouvernance, c'est la composition du CA. Bien, sur un CA, une fois qu'on a notre CA, c'est de s'assurer qu'on a cette relève-là à la présidence. Puis ça revient aussi, hein, puis je fais un aparté, de s'assurer que le président est pas un président électif, mais c'est un président choisi parmi les administrateurs. C'est la meilleure pratique parce que là, on n'a plus, mais si c'est un président qui est élu au suffrage universel, ben ça complexifie toute la démarche. Où on puisse aller, s'il est au suffrage universel, tu mets dans tes règlements que le président, pour se présenter, doit avoir été sur le CA pendant 1 an ou 2 ans. Donc, c'est une façon de contourner pour dire qu'on va avoir quelqu'un qui est sur le CA. Donc, c'est travailler sur cette relève-là. Un président actif, un président qui est actuellement actif, doit toujours penser tout de suite à la relève. Le jour qu'il devient président, il doit dire que je pense à qui je vois comme le futur président. Donc, travailler sur cette relève-là.
Et s'il n'y en a pas dans les gens autour, ben, s'assurer que dans le recrutement des administrateurs, l'emphase sera mis sur une personne qui a un potentiel de président. Donc, c'est vraiment c'est de travailler sous cet angle-là. Puis, c'est sûr que une des pratiques, c'est de dire que le VP va devenir président. Ben, si étant dit, il ne faut pas que ça soit une pratique obligatoire parce que une personne peut se révéler après 2 ans qui est un. Donc, c'est de s'assurer qu'on a en tête toujours cette relève-là lorsqu'on est président. Voilà. Laurent? Oui, je trouve qu'on se complète bien avec Bernard parce que je vais prendre un autre angle. J'aime ça, Bernard a comme mis la table de, tu sais, c'est quoi la perspective là? Moi, j'aurais le goût de vous dire, là, tu sais, la vision que j'ai, c'est qu'un bon président de conseil, là, c'est c'est quasiment déterminant de votre capacité à performer, de votre capacité à évoluer comme DG. Trop souvent, je vois des présidents de conseil ou des DG où ça ne fonctionne pas. Même que chez nous, on a José qui fait du coaching, là, où on est en train quasiment de développer une pratique pour aider des fois des présidents de conseil et des DG à fonctionner ensemble, parce que c'est des gens qui venaient de cultures différentes. Puis, mais la capacité qu'un président de conseil a d'élever son CA et d'élever son DG, c'est phénoménal l'effet que ça a sur une organisation. Le président de conseil, il faut qu'il soit prêt à mettre le temps. C'est plus de temps que les autres administrateurs. Le président de conseil, il faut qu'il soit prêt à écouter son DG, il faut qu'il soit prêt à écouter ses administrateurs. Tu sais, des fois, je dis, je suis pogné pour dire, tu sais, là, les gens veulent améliorer la gouvernance, puis là, il faut faire des huis clos, faire des huis clos. Je leur dis tout le temps, ouais, mais un bon huis clos, là, ça commence par une question. Est-ce qu'on a fait un bon CA ici, nous autres, ensemble, les administrateurs? Pas une session de bitching sur notre DG. Fait que, tu sais, le rôle du CA, c'est d'être capable de dire, écoute, Guy, aujourd'hui, dans le CA, ton approche par rapport à notre DG n'était peut-être pas la meilleure. Il faudrait qu'on en parle. Il se passe quelque chose. Puis là, ben, Guy va dire, ben oui, je suis en maudit, j'ai eu un problème. Là, le président de CA va donner une rétroaction à son DG. T'sais. Le rôle du président de conseil, il est un rôle pivot entre la relation que les administrateurs ont entre eux et la relation que le CA va avoir avec la direction. Fait j'ai un dossier que je viens de commencer là, il n'y a pas si longtemps, ça fait 1 mois et demi, là, puis ça va être très ardu. Ça va être très ardu. Il n'y a pas d'anicroche entre les deux. Ça, la chimie opère pas. T'sais. Là, c'est quasiment, là, comment on fait pour essayer d'arranger ça? Parce que le rôle du président de conseil, si la chimie opère pas comme DG, là, tu vas manger tes bas longtemps dans les 3 prochaines années. Il faut que tu sois capable d'opérer main dans la main. Vous avez le droit à vos divergences d'opinion. C'est correct. Mais cette personne-là, là, c'est lui qui fait le pivot entre les deux mondes. Euh, donc, bon président de conseil, meilleure performance de l'organisation, meilleure performance de la direction. Souvent, mais on les choisit peu ou pas. Des fois, on les choisit, mais c'est fondamental dans la réalisation de la mission de l'organisation que les deux pôles s'entendent bien. Puis ça passe par ça. Ça passe par le président du conseil souvent. Fait que voilà. Je pense que moi puis Bernard, on complète bien nos deux Tu as types de absolument rôles. raison. Puis, mais encore une fois, moi, je ne suis vraiment pas pour éviter qu'on ait un président qui est pas aligné avec les valeurs de l'organisation, la mission, puis éviter des présidents élus au suffrage universel. Je le vois encore beaucoup. Euh, S'assurer qu'il est en la. Puis si on a mis en place une saine gouvernance, puis on a la bonne composition du conseil, parce qu'on a mis en place tout, mais le président devrait être. On devrait finalement aboutir sur un bon président, normalement. Donc, mais ça, il y a du travail à faire. Donc, on est tout à fait d'accord avec toi, Laurent, sur l'importance de ce président-là là, dans cette performance-là. Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Oui, puis il y a toujours un élément de formation aussi. On vient pas, c'est pas parce qu'on sort d'une assemblée générale ou un petit CA après l'assemblée générale, puis quelqu'un t'a nommé président que demain matin, tu sais dans quoi tu t'embarques non plus. Là. Je pense que de plus en plus, il faut intégrer ce volet-là. Juste quelques petites questions qui sont apparues à fur et à mesure. Odette demande si on doit absolument modifier les règlements généraux pour appliquer l'idée des administrateurs indépendants.
Oui. Moi, je pense que oui, hein, c'est pas le choix de modifier. Puis même à la limite, on va aller plus loin que ça. Il faut aller dans les règlements généraux, il faut aller aussi dans la structure du membership Oui. pour être capable de mieux Oui. Mais travailler. sur le membership, pas vraiment, parce que c'est plus de dire que, par exemple, dans ta section qui dit que le CA est composé de 12 administrateurs membres, ben là, tu vas dire composé de, de 12 administrateurs, dont 10 membres de l'association, puis deux membres externes, non membres. Fait que tu vas le clarifier l'article qui parle de la composition du CA. Je vais aller à la question de Karine. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ou qui deviendrait convaincant pour un président qui est là depuis longtemps, mais qui a un petit peu de misère avec sa direction? Je pense que Laurent t'a vendu un peu la mèche, là. Mais je suis curieux de vous entendre, ça va être d'autres choses à rajouter là-dessus, là. Ben, moi, je suis vraiment un adepte de la transparence, d'avoir une relation transparente. Donc, je suis directeur général d'une organisation avec mon président de conseil. Ça fait 25 ans qu'il est là, puis à chaque fois qu'on propose quelque chose, il nous dit si on l'a déjà fait, ça n'a pas marché, là. Ben, il faut s'asseoir avec lui. Il faut lui dire écoute, on a tous les deux un rôle à jouer, mais moi, je n'arrive plus à jouer mon rôle. Euh, et puis, je ne suis pas encouragé à le jouer. Puis, dans les organisations, il faut peut-être des fois brasser des cartes. Ça ne se met pas dehors un président de conseil, mais ça s'explique. Puis, des fois, les gens sont là parce que la nature a horreur du vide, hein. Donc, personne n'est capable de le remplacer, donc il reste là. Mais je pense qu'il faut avoir une relation très transparente. Euh, Puis comme je vous dis, c'est bien plate ce que je veux dire, mais c'est vrai. Avec un taux de chômage à 4,2 là, si vous voulez une job demain matin, là, dans le communautaire, puis être heureux, là, vous allez en trouver une. Il n'y a, a pas de problème. Le problème, il ne sera pas là. Fait que c'est plus si vous aimez votre organisation, mais que vous n'avez pas un bon président de conseil, soit d'essayer d'en discuter avec lui, ou bien souvent, trouver l'administrateur avec qui vous avez des atomes crochus, aller prendre un café avec, puis dites ce que vous pensez. Puis faites-vous une stratégie ensemble pour pouvoir l'aborder avec le président du conseil. Mais la transparence, l'ouverture, la discussion franche et honnête, c'est. Le gars, ça fait 20 ans qu'il est sur le CA. Ben, peut-être qu'il faudrait que quelqu'un lui dise à un moment donné que ça fait 20 ans. J'irais même un petit peu plus loin, Laurent. Je pense que puis c'est un résultat de ce qu'on a vu avec nous, avec le processus d'auto-évaluation du CA qu'on a mis en place. C'est des problèmes qui, dans bien des cas, ils se finissent par être abordés dès la première fois que tu fais une évaluation du CA. Ah Les oui, autres administrateurs le sentent, puis ils ne sont pas nécessairement à l'aise avec les conflits interpersonnels qu'il peut y avoir entre une présidence et son DG non plus, là. Fait que quand on fait l'évaluation, ça sort tellement rapidement. Il nous reste peu de temps. 15 Oui? secondes, tu sais, pour éviter qu'on ait des administrateurs qui soient 20 ans sur le CA, dans nos règlements généraux, on met une limite de mandat consécutif. Il faut absolument mettre ça dans ces règlements généraux. Il faut également, pour ce qui est du président, ben, oui, un président peut être éjecté dans la mesure où il n'est pas élu au suffrage universel, parce que la règle, c'est qui nomme peut destituer. Donc, s'il est élu au suffrage universel, ben, c'est seulement en assemblée. Mais si les administrateurs entre eux nomment le président, ben, les administrateurs peuvent le larguer à titre de président, pas à titre d'administrateur. Donc, déjà, mais ça, quand on est rendu là, on est dans une crise de gouvernance, mais des fois, elle est nécessaire si on n'a pas le bon président. C'est juste la partie que je... Très bien, très bon. Il y a une dernière, pardon, il y a une question qui est posée, qui revient tout le temps, puis j'ai plusieurs éléments de la réponse, mais je veux vous entendre. Les administrateurs qui manquent de temps. Tu sais, les gens qui acceptent un poste, mais quand c'est le temps de s'impliquer, s'engager, ils manquent de temps, ils ne sont pas là. Tu sais, remplir le doodle pour les rencontres de CA, c'est compliqué, etc. Je veux vous entendre là-dessus. Parce que ça c'est un frein à la performance assez énorme. Laurent? Ça s'est beaucoup accentué avec la pandémie, j'ai remarqué. Il y a un. Tu m'as invité sur un panel récemment, là, puis je le parlais. Il y a eu, je pense qu'il y a comme des grandes phases d'effritement. Je pense qu'on s'est tous dit les baby boomers vont tomber à retraite, fait qu'on va avoir plein de bénévoles. Puis finalement, les baby boomers, ben, ils ont eu le goût de jouer au golf, fait qu'ils ne vont pas souvent sur des CA. Euh, il y a un effritement du tissu social qui favorise le bénévolat sur les organisations. C'est dommage en même temps parce que je pense qu'on est probablement à une période de la réalité au Québec où
il y a beaucoup d'expérience sur le marché qui pourrait être apportée dans les organisations. Fait que c'est dommage, tu sais, toute cette expérience-là se retrouve sur le terrain de golf plutôt que de se retrouver dans. Je grossis le trait, là, vous comprenez, là, tu sais, plutôt que de se retrouver dans nos OBNL. Mais oui, je pense que c'est difficile en ce moment de recruter des administrateurs. Chez les plus jeunes, c'est encore pire. Aller chercher des trentenaires ou des quarantenaires, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a un souci important. Puis c'est là où c'est difficile parce que tout repose sur le DG, tu sais. Mais c'est cruel parce que c'est le rôle du président de conseil, ça. C'est peut-être pas le rôle du président de conseil d'envoyer le doodle, je comprends. Mais c'est le rôle du président de conseil de s'assurer que Saint-Jean soit au CA. C'est à lui de prendre le téléphone et de dire j'ai vu que tu ne serais pas là, qu'est-ce qui se passe? Ta fille a les oreillons, c'est correct, reste chez vous, tu le feras en Zoom. Mais tu sais, c'est ça le rôle du président de CA, il est là parce que toi, comme DG, là, quand tu appelles Isabelle, vous dites Isabelle, t'es pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est au président de CA. Fait que ça a demandé beaucoup au président de CA, mais c'est ça la réalité. Fait que quand les gens ne sont même pas capables de remplir un doodle, bien là, tu n'as pas un problème de gouvernance. Tu as un gros problème de mobilisation. Tu sais, où tu joues ça, c'est difficile. Ta gouvernance peut peut-être favoriser ta mobilisation. Mais tu sais, si les gens ne sont pas mobilisés à la base, il y a peut-être du fondamental à se poser comme question, outre que la gouvernance. Ça se peut que ton organisme soit plat. Tu sais, ça se peut que. Ça se peut, là. Alors là, il faut se poser des questions. Puis ça, c'est peut-être plus de l'ordre de grande sphère de la communication, mais tu sais, comment on fait pour mobiliser ces gens-là? Là, il y a des questions à se poser là. Si tu n'es pas capable de recruter, puis que ceux que tu as recrutés, ils ne veulent pas venir au CA, puis quand ils viennent au CA, ils disent qu'ils viennent, mais ils ne sont pas là, c'est pas un problème de gouvernance que tu as. Il se passe quelque Non. chose dans ton affaire que c'est pas super le fun de Raison, siéger chez vous. président c'est Ouais. parmi son rôle, mais ça revient encore à cette composition du CA. Puis que quand on arrive en poste, que les attentes soient qui sont claires. Euh, Puis ça, ben, faut qu'un administrateur qui arrive en poste, voici des attentes. Les attentes, c'est 75-100 heures par année. C'est 6 CA, c'est 4 comités. C'est ça les attentes. Si tu n'es pas capable, ben, donc, il faut clarifier les attentes dans un appel de candidature. Il faut toujours. Tout devient une gestion d'attente. Et si on l'a clarifié dès le départ, en cours de route, ça se peut qu'un administrateur démissionne parce que justement, il n'est pas capable de s'acquitter de ses responsabilités, mais il ne faut pas qu'il reste là pendant toute la durée de son mandat. Il faut qu'il quitte s'il n'est pas capable de s'acquitter de ses responsabilités. Moi, je rajouterais en plus, ce que je remarque de ma perspective, c'est que, puis Laurent t'a dit quelque chose qui est quand même fondamental, c'est-tu le fun? Euh, Moi, à chaque fois que je parle des comités statutaires, on me dit tout le temps, mes administrateurs en ont en masse, si je leur donne des comités en plus, ils vont arrêter. C'est l'inverse que ça fait. Puis, à fur et à mesure qu'on crée des comités statutaires performants, puis là, j'en veux sur la performance, organisés avec des attentes claires, là, je regroupe ce que vous dites, là, mais on se ramasse avec des administrateurs qui sont plus mobilisés. Il n'y a rien de plus stimulant pour une personne que d'apprendre et être capable de s'impliquer pour avoir son mot à dire. La présence des exécutifs, on n'en a pas parlé, mais c'est un des sujets qui est au niveau de la performance. Quand on a un groupe élite de 4 personnes qui se réunit, on a un peu de misère avec les autres personnes qui sont autour de la table parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont leur place non plus. Fait qu'il y a la mobilisation, parce que ça revient aussi à la mobilisation. Bien, cette mobilisation-là, au sein des conseils d'administration, il y a plusieurs éléments pour l'améliorer. Mais à la base, c'est le recrutement et la gestion des attentes dont Bernard a parlé qui fait la différence sur la mobilisation. Parce que vous allez, il y a un proverbe qui dit que tu veux que quelque chose se fasse, donne-la à une personne qui est occupée. Puis il y a des organisations qui ont des PDG d'entreprise qui ont des agendas de ministres, puis ils s'impliquent plus que dans des petites organisations où c'est des bénévoles qui sont à la retraite parce qu'ils y croient, ils sont au sein, puis ils veulent vraiment faire une différence. Fait que ça, c'est placer la table avec des ingrédients pour que cette personne-là qui arrive au sein du conseil d'administration. Puis là, le processus d'accueil prend toute son importance aussi dès le début, là. Puis c'est là aussi où on place les attentes, mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Messieurs, on a déjà dépassé notre heure. Je vous remercie de vos lumières, toujours très intéressant de vous entendre, pardon. Tantôt, j'avais une personne qui m'a envoyé ou des personnes, non, deux personnes qui ont envoyé des messages en direct.
pour avoir de l'aide pour leur planification stratégique. Ce que je vous invite à faire, vous pouvez rejoindre Laurent et Bernard directement à partir de leur fiche dans notre répertoire de partenaires spécialisés en OBNL. Vous allez voir, vous allez avoir une petite case rouge, contactez-les. Donc, puis je vais demander à l'équipe dans le courriel de remerciement de vous envoyer le lien vers les fiches là, si vous voulez les rejoindre directement. Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée à tout le monde.